qui a depuis longtemps choisi le camp des intérêts économiques au camp du devoir moral envers les peuples opprimés, en particulier le peuple chrétien du Liban. Je décidai alors d'acheter à Thibault quelques dizaines d'exemplaires de son ouvrage pour les revendre et faire connaître aux Libanais l'histoire de ce jeune Français venu combattre aux côtés de la résistance libanaise. Malheureusement, n'étant pas un bon commerçant, je finis par offrir la plupart des exemplaires en possession. Ce n'est pas un secret que la première partie de son ancien livre m'intéressa le plus, c'est celle qui portait sur le Liban. Et l'idée de rééditer ce livre en ne reprenant que cette partie me vint à l'esprit. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire il y a quelques mois, Thibault décide de reprendre cette partie et d'y ajouter une deuxième partie qui couvre la période de 2005 à 2025. D'où ces mémoires que vous avez aujourd'hui entre vos mains. La première partie de ces mémoires porte sur la période qui s'étend de 1915 à 2004. Thibault de la Tournée raconte sa première rencontre avec Bachir en 1980, son engagement au sein des forces libanaises de 82 à 84, dans l'artillerie d'abord, puis dans les unités de défense d'Adonis, la guerre de la montagne, sa rencontre plus tard avec Sami Jaja, le rôle de chrétienté solidarité aux côtés des chrétiens du Liban, enfin la guerre de l'élimination en 1990 et ses conséquences dévastatrices sur le Liban et sur le monde. Quant à la deuxième partie, elle commence en 2005, l'assassinat de Khalili, l'alliance du 14 mars, le retour du général en haut, son élection à la présidence de la République et son alliance avec la Hezbollah. L'islam politique en France et en Europe, le danger qu'il constitue et les moyens de le contrer. Le jeu de trouble de la Russie au Moyen-Orient. Enfin, l'espoir qu'il voit pour le Liban et ses chrétiens avec la défaite de la Hezbollah. Thibault de la Tournée est centralien et HEC. Il a fondé et dirigé plusieurs compagnies. Il est membre de la direction du FN et puis du RN de 92 à 2020. Il a également été élu à plusieurs reprises en France et il est actuellement vice-président du groupe RN en Centre-Val de Loire. Également à nos côtés aujourd'hui, monsieur le ministre et le député Salim Saïed et monsieur le député Antoine Haché. Je ne crois pas. Nul besoin de les présenter. Monsieur Delpenay. Merci. Je vais dire un tout petit mot. Je remercie Michel Matta pour son accueil. Je l'avais déjà montré. Merci de votre accueil au Conseil maronite. Merci à Wassim. L'ouvrage, en fait, son idée vient de lui. Merci à mon éditeur qui m'a accompagné pour ce livre qui est sorti à toute vitesse. Et bien sûr, je suis très honoré par la présence à la fois de Antoine Habchi, que je ne connaissais pas, mais j'ai la joie de faire sa connaissance. On va se revoir certainement. Et Selim Al-Sayer, que je connais beaucoup mieux. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a participé à quelques colloques en France. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ces mémoires sont avant tout un témoignage. Certes, j'ai été un tout petit acteur, un tout petit même soldat dans la résistance libanaise autrefois, mais le but de cet ouvrage, c'est de rendre un hommage à cette résistance, à la fois pour vous et pour le Liban en général, parce que je sais que c'est difficile aujourd'hui, en particulier avec la crise économique, de reconnaître que cette résistance, en tout cas c'est nous ce que nous voyons de l'extérieur, finalement, a pratiquement, excusez-moi, mais réussi depuis le début, puisque finalement vous avez vaincu la guérilla palestinienne, les Syriens sont sortis, et peut-être, je l'espère du fond du cœur, ce fameux désarmement du Hezbollah va intervenir, et ce n'est pas moi qui suis à la manœuvre, c'est les mouvements que représentent à la fois Selim El-Sayer en particulier et Antoine Habchi qui font le pressing sur une partie de la classe politique libanaise, celle qui est un peu plus molle, mais aussi un pressing au niveau du Moyen-Orient et international. Et je pense vraiment, alors, quand on fait de la politique et après avoir été engagé simplement 2 années, j'ai ici devant moi des hommes qui ont fait la guerre pendant 10 ans ou pendant 15 ans, donc je ne suis qu'un simple collègue.
mais si vous voulez, la résistance libanaise, elle est aussi aujourd'hui extrêmement politique. Et en fait, la victoire n'est pas loin. Et quand on est politique, on se doit de projeter la victoire. Hier soir, j'ai eu la chance de voir rapidement mais Samir Jarja, et je lui disais finalement, Samir, tu vois, j'ai toujours eu la même vision que toi, et je crois que tu t'es pratiquement jamais trompé, tu as toujours pris les bonnes décisions, et je pense aussi à Sami Gemayel et à Nadim Gemayel. J'ai un profond affection pour la famille Gemayel, mais si vous voulez, finalement, votre résistance, elle ne s'est jamais trompée, et vous êtes peut-être en train de gagner. Et pour nous, Français, et c'est le deuxième objectif du livre, ce livre, il y aura une version française. Et je veux montrer aux Français qu'il y a dans le monde, et pas dans beaucoup d'endroits, au Moyen-Orient, il y a un seul endroit, c'est vous, qui résistez de manière invraisemblable face à l'islamisme. J'appelle ça l'islam révolutionnaire sous toutes ses formes. Parce que finalement, la guérilla terroriste des Palestiniens, c'est un aspect de l'islamisme. Je parle, moi, de l'islamo-marxisme du clan Assad, parce qu'ils étaient soutenus par Moscou, il ne faut pas l'oublier. Et plus que tout autre régime, la Syrie savait opposer les régimes, les groupes entre eux. Et ça, c'est pour les intellectuels qui sont à côté de moi, ça s'appelle du matérialisme dialectique, c'est de pratiquer la lutte des classes. On oppose les chrétiens aux musulmans, on oppose même les chiites aux sunnites, on oppose tout groupe à un autre. Et Hafez el-Assad et Bachar el-Assad étaient des champions dans ce domaine. Donc en fait, le régime syrien, c'était une version de l'islamisme, ce que j'appelle l'islamo-marxisme. Et puis vous avez aujourd'hui un autre aspect de l'islam révolutionnaire, c'est l'intégrisme chiite. Et profondément, je pense que, j'espère que vous allez en venir à bout, non seulement pour vous-même, mais pour la communauté chiite qui finalement est l'otage du Hezbollah. Voilà. Je vais m'arrêter parce que j'avais plein d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai donné l'essentiel. Peut-être nous répondrons à des questions. Et messieurs, je voudrais vous redire à quel point je suis honoré de votre présence, parce que je ne suis qu'un simple témoin, finalement, de cette résistance que j'admire. Merci beaucoup. Merci Thibault pour les propos aimables que tu as prononcés à mon égard et à l'égard de mon collègue Antoine. Je dois tout d'abord les remercier le Conseil maronite de nous avoir accueillis. C'est un acte de courage, car les maronites au Liban ont besoin de courage, comme toujours. Et avoir un ouvrage comme celui-ci, qui est politique, mais qui provoque de la polémique aussi. Il faut de la polémique pour avancer. Sinon, on restera dans la langue de bois, c'est-à-dire dans ce qui est politiquement correct, dans ce qui est convenable. Je dois remercier le grand journaliste Antoine, qui est l'éditeur, parce que lui aussi, il est courageux et provocateur, comme dans ses entretiens télévisés, n'est-ce pas? Ça fait un moment que je n'étais plus victime de tes invitations. Oui, donc, non, mais parce qu'il y a dans cet ouvrage, on va dire, parce que je suis un peu perplexe quand je lis cet ouvrage. Je lis cet ouvrage soit dans les yeux de l'académicien que je prétends être, et j'ai beaucoup de choses à dire, et puis soit dans les regards ou dans les yeux du militant qui vit entre les lignes et qui recherche le sens de la chose, le sens. Et j'ai pris de la dédicace comme point de départ pour Selim Essaïr, ce livre de mémoire, entre guillemets, qui est avant tout un immense témoignage d'admiration pour la résistance libanaise. Tout est dit là. Parce que là aussi, l'auteur est assez, je dirais pas modeste, mais il prend quand même ses précautions. Normalement, son tempérament ne prépare pas à être aussi prudent. Mais là, c'est quand même mémoire entre guillemets. Parce que de quoi s'agit-il en réalité? Quel intérêt pour la mémoire de Thibault, c'est un Français comme beaucoup d'autres, épris de la cause libanaise, de la résistance libanaise? Est-ce qu'il fait de l'histoire
Et l'histoire, c'est un récit chargé de sens qui essaie de déconstruire et de reconstruire le passé et qui devrait être orienté vers l'avenir. Je suis tenté de dire c'est plutôt peut-être un peu de l'histoire, mais de l'histoire sans documentaire, de l'histoire fondée sur des récits, sur des événements, sur des briques qu'il a pu réunir d'ici et là pour essayer d'édifier une construction, une vision que devrait porter, que portent aujourd'hui les chrétiens, et je dirais les hommes libres du Liban. Hein. Et c'est ça le mérite de l'ouvrage, parce qu'il faut, avant de lancer les épines, il faut parler des pétales des roses, n'est-ce pas? Et donc, il faut vraiment, c'est un ouvrage qui a le mérite d'avoir existé, d'avoir donné, vouloir chercher un sens. Ce monsieur était militant. À la même époque, on a partagé les tranchées, on a partagé les fronts, on a partagé mille et une histoires. Et donc, il retransmet, avec le regard qui est le sien, un certain esprit du moment qui a été pendant les années 82-85, plus ou moins, 84-85. Les militants chrétiens, les résistants libanais, on va dire, parce qu'il a pris ce choix-là, les résistances libanaises, et parce que Béchir nous a enseigné que nous sommes attaqués en tant que chrétiens, mais nous avons résisté en tant que Libanais. Et ça, c'est quelque chose, tout d'abord, l'une des caractéristiques que je retiens de ton ouvrage, c'est la résistance libanaise. Même si le souffle de liberté trouve son origine dans les chrétiens ou chez les chrétiens du Liban. Hein. Les chrétiens ont transformé leurs valeurs en valeurs libanaises en y participant l'ensemble des autres qui ne sont pas des chrétiens. Donc, en 82 et 84, c'est la période, le déchirement de la guerre de la montagne. La perte militaire et les chrétiens n'étaient pas si faibles que ça après la mort de Béchir. Je parle de Béchir parce que c'était, je considère, non pas comme un président, mais comme un compagnon d'armes. C'est peut-être le titre qui lui vaut le plus à mon égard. Béchir, le militant, l'homme de la résistance, de la cause, enfant de cette cause. Donc, les chrétiens n'étaient pas si faibles que ça. Ils n'ont pas perdu de bataille, ils ont perdu la guerre, mais pas les batailles, parce que militairement, les forces libanaises étaient très fortes, puisqu'on le croit, très fortes. Il n'y avait plus cette volonté de se battre. Pas chez les forces libanaises, au cœur même de la société libanaise et chrétienne. Dans la guerre de la montagne, il y avait les gens allaient malgré eux au combat. Je ne parle pas des combattants, je parle des réservistes. Je parle de tout un peuple qui y était quand même perdu. Et dans l'ouvrage, il y a beaucoup de choses que j'approuve et d'autres choses que je désapprouve. Parce que ce n'est pas de l'histoire, mais c'est qu'il est fidèle à ce que nous autres disions lorsque nous étions dans les tranchées. Pourquoi Amin Gemayel n'envoie pas l'armée à la montagne pour sauver la montagne? Pourquoi les Américains nous ont lâché les salles américains parce que je sais quoi? Où est notre vision? Où est notre projet? On a commencé à se lamenter, on a commencé à s'autoflageller, on a commencé à porter tous les malheurs du Proche-Orient et du Liban dans une période désastreuse pour le Liban. Et là, Thibault reprend dans son ouvrage exactement ce que nous autres pensions. Nonobstant la vérité historique, après avoir mûri la réflexion, nous avons compris, nous avons relu, nous avons revu. Mais comme il est resté, et c'est l'une des autres caractéristiques de cet ouvrage, il est resté dans son élan de militant de la première heure, eh bien, il y a aussi beaucoup de romantisme dans le travail. Et on a besoin de romantisme parfois pour garder la pureté de la cause. Parce que si on restait dans l'analyse pure et dure, on serait un peu...
2-3 minutes. Malade, malade. Donc, je n'ai pas commencé. D'accord. Donc, non, mais c'est important de dire que finalement, le souffle. Mon ami Paul Handel, qui a écrit un ouvrage qui me rappelle celui-ci. Paul Handel a écrit un ouvrage, La montagne, une vérité impitoyable. Al-Haqiqa la tarham. La vérité impitoyable, c'est peut-être la meilleure traduction. Donc, aussi, il a pris sa part de l'histoire, sa part de l'histoire, et il a présenté aux gens. Et c'est ce souffle-là qui nous intéresse. Ce n'est pas l'histoire, c'est un récit. Ce sont des événements, ce sont des briques nécessaires pour reconstruire notre mémoire collective. On ne peut plus écrire la mémoire ou l'histoire du Liban sans avoir lu le livre de Paul, le livre de Thibault, malgré le fait qu'il y ait des choses parfois un peu dures. Et l'une des critiques que je formulerai, parce que nous sommes ici dans une enceinte où il ne faut pas tous qu'on parle le même langage, l'une des critiques, c'est parfois le mal chrétien. Le mal chrétien, nous sommes tous frappés de ce mal. C'est la déification du chef. C'est le chef devient demi-dieu. C'est que le chef devient l'objet d'aucune critique. C'est vrai qu'il fait il loue le docteur Jaja et la famille Gemaïe. Il y a 5000 plus, il y a à peu près 10 000 morts, martyrs, qui sont tous, je crois, tous, des hommes et des femmes qui sont exceptionnels. J'aime beaucoup que tu aies parlé de Jocelyne Fouéry, n'est-ce pas? J'aime moins quand tu parles de Fouad Abonat, alors que tu aimes Fouad. Mais quand même, dans le récit, il y a dire de Fouad qu'il a manqué de maturité politique. Moi, je conteste ceci, parce que Fouad a précisément eu la plus grande maturité politique en 1985 de ne pas permettre une lutte intestine interchrétienne. Il a la plus grande maturité politique d'avoir dit que moi, ce combat n'est pas mon combat, parce qu'il prévoyait que ça pourrait dériver très rapidement à une lutte de pouvoir. Et l'histoire lui a donné raison quelque part, que c'est transformé, malgré les soubassements, malgré l'élan premier qui était peut-être beaucoup plus pur, beaucoup plus, je dirais, un élan de départ de l'intifada de 12 mars 1985, la quasi-totalité des combattants et des résistants étaient pour. Ils voulaient quelque chose, un sursaut, c'était l'équivalent d'un sursaut. Et Fouad y était pour au départ. Après dire que, parce qu'il était inféodé, il était à la politique pro-arabe d'Amin Gemayel et tout ça. Et plus tard, tu parles d'Amin Gemayel comme étant comme une icône presque, nationale presque. Donc c'est pour cette raison que je dis, ce n'est pas un livre d'histoire. Mais c'est un livre qui prend toutes les contradictions qui nous animaient à l'époque, parce que nous avions, nous autres, des avis contradictoires sur tout objet, tout sujet, tout événement qui nous frappait. On ne savait plus comment formuler, on était égarés, on était déboussolés. Et c'est précisément ce que tu reflètes là. C'est ça. Et après tout, tu es en train de reprendre à la fin, et c'est ça pourquoi j'ai lu 1 fois et demie ce bouquin. Parce que tu nous as dit, en quelque sorte, tu as fait une louange à la liberté. Que tout cet amalgame, parfois, d'événements, ce n'est pas un travail d'historien, mais c'est un travail de quelqu'un qui cherchait la pureté du combat. Et tu as dit, quelque part, que la boussole, c'est la liberté. Et tu as fait, finalement, le constat, la synthèse, que tous ces chefs, qui ont la valeur, sans doute, ce qui était le dénominateur commun qui les unissait, qui les unit toujours, c'est la cause de la liberté contre le fanatisme, contre l'extrémisme, contre l'islamisme sous toutes ces appellations, et que si l'on veut réellement, à partir de là, écrire l'histoire,
il faudrait prendre tout ce qui est beau dans notre résistance, parce qu'il y a beaucoup de beauté dans notre résistance, le prendre et à partir de là, se projeter dans l'avenir et construire un Liban libre, comme nous l'avons tous souhaité, comme tous nos martyrs ont voulu réaliser de leur vivant. Merci Thibault pour avoir fait ce bouquin. Merci. Je vais remercier tout le monde, effectivement, sans rentrer dans la précision de nommer chaque personne, mais essentiellement, Thibault, grand merci, parce que c'est autour de votre production, et je dirais pourquoi je parle d'une production, il y a eu cette rencontre. Merci, parce que votre courage a permis, au moment où dans notre société, on fuit les questions identitaires, alors qu'on a une culture qui permet de mettre en relief toute question identitaire, et on se contente d'observer les groupes politiques qui sont à contre-culture dans la façon de mener la politique au Liban, parler d'une identité. Donc moi je crois que c'est du courage de poser une question autant identitaire. J'avais préparé un mot que je vais vous adresser, mais je vais me permettre de dire merci Thibault. J'avais pas un regard, alors que je suis historien, j'avais pas un regard d'un académique historien sur le livre, ni une analyse. J'aimerais vous dire, il est très facile, après des siècles, c'est ce que font les historiens, ou après des décennies, de collecter des documents, de lire des documents de première main et de faire une analyse de l'événement. Ça reste une analyse a posteriori. A posteriori qui permet un jugement. Quoi que ce soit ce jugement, le jugement reste une perception. Une perception portée par la personne qui a fait cette analyse. Le vrai courage, c'est à celui qui prend la décision difficile au moment même de l'événement. Il compose et il fait l'histoire. Il compose et il fait l'histoire, mais et il laisse aux autres après de faire leurs spéculations et leurs analyses. Parce que c'est existentiel. Ce qui est important dans le livre, et ce n'est pas des mémoires, c'est la petite histoire. Et je suis d'accord. Dans tout ce qu'on a vécu, voilà une petite histoire qui nous propose une partie du puzzle. Je ne la veux pas historicité. Le courage de cette histoire n'est pas dans la production d'aujourd'hui, mais c'est dans les 2 années où il y a un jeune qui ne doit pas être concerné, être exposé à mort. Il trouve qu'il doit être engagé parce que le sort du groupe avec lequel il s'engage fait appel à son âme. En fin de compte, la cause humaine est la même, partout et à travers la lignée historique. C'est l'être humain, c'est sa liberté, c'est son droit à exister, équivalent à tout autre. Pour cela, ce qu'il y a dans le livre, c'est celui qui a pris l'action. Thibault, la petite histoire écrite aujourd'hui n'est que le fruit de la décision de faire l'histoire dans les années 80. Pour cela, je n'ai pas aimé jeter un coup d'œil d'un académique, ni d'un historien, mais d'une personne qui,
lorsqu'elle a été engagée, et je parle de moi-même, ça a été engagé pour une question existentielle. Et je crois que la question à laquelle on fait face aujourd'hui est toujours une question existentielle. Et il y a des gens courageux qui ont pris la décision, et leur décision, au moment même de la complexité, au moment même de l'existence de beaucoup d'opposants, au moment même du risque de mort, au moment même, ces décisions avec leur, si on veut dire, complétitude ou incertitude ou gaffe, ce sont ces moments de décision qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, que la résistance était une résistance libanaise armée ou qu'elle est aujourd'hui une résistance politique. La continuité, c'est dans l'âme révolutionnaire qui refuse de se soumettre à quiconque. Et lorsque je dis à quiconque, à commencer par les classifications de l'échelon social dans un même groupe culturel, jusqu'à arriver au totalitarisme qui cherche et qui croit pouvoir exiger leur volonté sur de petits groupes. Non, ces totalitarismes ont succombé et voilà, nos groupes continuent à exister et nous allons participer à décider le sort de notre culture et de notre identité et de la communauté à laquelle on appartient en tant que groupe et du pays et sa liberté, non pas pour aujourd'hui uniquement, mais pour le futur, et non pas parce que nous possédons la force que les autres ne possèdent pas, non, c'est parce que il y a eu des gens à un moment donné, indépendamment des incertitudes et indépendamment des analyses actuelles historiques, ils ont été courageux pour prendre les décisions et pour pouvoir tenir tout blâme de ceux qui étaient en train d'observer leur société en train de mourir. Mesdames et messieurs, chers amis, chers compagnons de route et je dirais de combat, quel honneur et quelle profonde émotion de nous retrouver réunis ce soir. Nous sommes ici pour célébrer bien plus qu'un livre. Nous sommes ici pour honorer un homme, un ami, un frère, un camarade, un combattant, camarade dans notre sens. Je parle de notre cher Thibaut de La Touquenée. Beaucoup de gens écrivent sur le Liban, ils l'observent, ils l'analysent, parfois avec sympathie, souvent avec incompréhension. Mais Thibaut n'est pas un observateur lointain. Il n'est pas un historien qui analyse froidement les faits. Thibaut est un engagé volontaire. Un homme qui, à l'aube des années 80, a fait un choix que peu de ses contemporains ont eu le courage ou la lucidité de faire. Alors que tant d'autres jeunes Français de son rang voyaient en Beyrouth une simple étape exotique d'un voyage d'études, Thibaut y a vu autre chose. En avril 80, il a rencontré notre chef et martyr, Bachir Gemaï. Et dans cet instant, il a ressenti ce que nous ressentions tous. Je cite, une adhésion sereine, raisonnée, mais irréversible pour cette cause. Fin de citation. Il n'est pas reparti, ou plutôt il est revenu. Il est revenu non pas en touriste, mais pour partager notre sort, pour devenir ce qu'il nomme lui-même avec humilité un soldat politique. De novembre 82 à novembre 84, ce centralien, cet ingénieur promis à un brillant avenir en France, a choisi le fracas de notre artillerie et la poussière de nos lignes de front. Il a combattu avec nous, avec les forces libanaises, sur la ligne verte et dans la terrible bataille du Chouf. Lorsque je dis il a combattu avec la résistance. Le terme de résistance commence à nous produire de l'allergie
notre résistance avait un seul adjectif, libanaise. Alors, il a combattu avec nous, avec la résistance libanaise sur la ligne verte et là dans la terrible bataille du Chouf. Dans son livre, il raconte une anecdote poignante qui résume tout. Sur le front à Sardillet, alors que son unité était coincée entre la mer et la montagne, Thibault lisait une histoire des Templiers. C'est pas de la coïncidence. Il fut alors saisi par l'analogie de votre situation et de celle des derniers croisés. Il a vu sur cette même terre ses compagnons des forces libanaises et leurs alliés maronites vivre les mêmes combats sur les mêmes lignes de défense. Thibault, en cet instant, tu n'as pas seulement lu l'histoire, tu l'as vécu à nos côtés, tu as eu le courage de prendre la décision sans avoir la peur de comment ils vont me juger après. Tu l'as vécu à nos côtés, tu as compris que notre résistance n'était pas un simple conflit régional, mais la continuation d'un refus millénaire, d'une question identitaire, d'une existence d'un inconscient collectif, d'une volonté de tendre la main à tout autre différent, mais sans baisser ou sans s'incliner devant celui qui ne peut pas accepter notre différence. Ce livre, Mémoire d'un Français compagnon de route de la résistance libanaise, est un trésor. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une petite histoire. Et c'est ce que je vous invite à faire. Chaque martyr est une petite histoire. Et même cela culmine parfois en parlant de Béchir d'une façon irraisonnée, en cherchant un chef qui peut sacrifier des années sans savoir s'il peut sortir de sa prison, vivant ou pas. Même si on fait tout cela, c'est pas pour les déifier, c'est parce que ça symbolise ce que toute personne parmi nous a fait, ce que tout martyr a versé, ce que toute petite famille avait une histoire. C'est la petite histoire qu'il faut vraiment la faire revivre, qu'il faut poser la question identitaire, et je remercie le Conseil, sans avoir peur. Alors, de route de la résistance libanaise est un trésor, c'est un hommage vibrant à la résilience incroyable de notre peuple, qui que ce soit le nom évoqué. Mais c'est aussi, et tu l'écris avec un courage qui t'honore, je cite, une forme d'avertissement à tes compatriotes français. Je ne te cache pas, Thibault, on craint pour la France. Alors, tu as vu de tes propres yeux, bien avant les attentats qui ont frappé l'Europe, ce que signifie l'idéologie des frères musulmans. Une idéologie totalitaire qui anime le Hamas et le Hezbollah. Et tu as raison. Et là, je parle en spécialiste. Sayyid Qutb et la sommité intellectuelle qui a mis les fondements intellectuels et conceptuels des frères musulmans. Pour ceux qui croient qu'il y a une opposition entre eux et Hezbollah, je vous dirai, celui qui a traduit Sayyid Qutb, qui a écrit son introduction en perse, c'est Ayatollah Khamenei. Et il a considéré que la façon dont les frères musulmans ont été organisés est l'exemple type que les djihadistes chéristes doivent suivre.
Et je vous dirai, lorsque les héritiers de Ben Laden n'avaient plus la capacité de trouver un refuge, c'est à Téhéran qu'ils ont trouvé le refuge. Merci, merci Thibault d'avoir cette prise de conscience qui nous permet de relier ce qui se passe avec nous en tant que résistance à ce que nous avons vécu dans les années 70 et dans les années 80. Tu as compris avant beaucoup d'autres que notre combat était, je cite, emblématique. Tu as su voir que la résistance libanaise, celle de Bachir, puis celle de ceux qui ont succédé, et surtout celle qui fut reprise par Dr Jaja, était le précurseur de tous les peuples libres face au totalitarisme, qu'il soit soviétique hier ou islamiste aujourd'hui. Merci Thibault d'être notre témoin, un témoin qui peut être objectif, parce que ce n'est pas une perception d'un analyste, c'est une personne qui vient de l'extérieur pour vivre ce que nous avons vécu. Et oui, Céline, vous avez raison dans ce qu'il est en train de dire et dans ce qu'il a vécu. Il a donné un sens, et il donne un sens à notre résistance. Aujourd'hui, où beaucoup de personnes veulent ne plus écouter, ne plus parler de ce passé qui est identitaire, parce qu'ils craignent et ils ont peur de poser la question identitaire et de faire face aux vrais problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vais me permettre, parenthèse rapide, nous ne faisons pas face à un totalitarisme. La violence du totalitarisme est une violence qui peut être questionnée. Même les pires totalitarismes avaient beaucoup de soucis à justifier leur violence. Nous faisons face à une violence sacrée qui se fait au nom de Dieu. Donc, elle ne discute rien avec les êtres humains. Elle ne discute rien avec les gens. Elle ne discute pas avec les responsables. Pour cela, c'est une violence illimitée où l'être humain ne fait pas partie de sa modalité de pensée. Et encore, merci Thibault, premier martyr, première victime d'une telle violence sacrée, c'est la communauté chiite elle-même. Ta loyauté, cher ami, ne s'est pas arrêtée aux années de guerre. Ta fidélité est une fidélité de vie. Quand la Syrie a occupé notre pays, quand nos combattants ont été emprisonnés, pourchassés ou contraints à l'exil, tu étais là. Combien de nos frères arrivés en France, démunis mais fiers, ont trouvé en toi un soutien indéfectible? Combien ont pu se reconstruire, trouver un travail, une place grâce à ton aide fraternelle? C'est existentiel. Au nom des forces libanaises, au nom de la résistance libanaise, au nom de tous ces compagnons que tu as aidés loin de leur patrie, dans les heures les plus sombres, je te dis merci. Cher Thibault, tu as écrit que le peuple chrétien du Liban n'a jamais accepté et n'acceptera jamais la condition de dhimmi. Moi, je vais te dire, dans notre histoire, il y avait les maronites blancs qui, ayant peur de se dévoiler, parce que au cours de cette période, surtout lorsque je parle des Mamelouks, les chrétiens devaient s'habiller de noir. Eux, pour fuir leur identité, ils se sont habillés du blanc. Je dis cela pour dire quoi? Je dis cela pour dire, tu as raison. On n'accepte ni pour nous-mêmes, ni pour tout autre différent, un statut secondaire. Nous avons combattu pour un pays où le dénominateur commun entre toutes ces factions idéologiques ne peut être que l'État, et l'État ne peut pas être porteur d'idéologie. L'État, il peut être un moyen de sécurité qui permet
à toutes les fractions et à toutes les écoles culturelles d'exister d'une façon libre. La constitution libanaise garantit à l'individu et au groupe culturel la liberté de s'exprimer. Aujourd'hui, le combat, tu as parfaitement raison, ce refus fondamental, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'essence même de notre esprit de résistance. Et je dirais, pour ne pas tromper quiconque, de résistance libanaise. Aujourd'hui, le combat continue. Il a changé de forme, mais l'enjeu reste le même. La souveraineté, la liberté, la dignité de l'homme et par la suite la dignité du Liban. Ton livre n'est pas une conclusion. C'est un flambeau que tu nous aides à porter. Tu n'es pas seulement un compagnon de route. Tu es un camarade. Tu es de la famille. La résistance continue et nous savons que nous pouvons compter sur toi comme tu pourras toujours compter sur nous. Vive le Liban et vive l'amitié indéfectible qui nous unit. Merci beaucoup pour les 3 interventions. Thibaut, est-ce que tu aurais un mot à ajouter? Donc, on commence. Voilà.